Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur le jeu de stratégie politique Cicéron. On va plonger un peu dans les arcanes du pouvoir à Rome. Alors, le concept, c'est simple. On incarne une grande famille romaine. Le but, gagner du prestige, de l'influence. Tout ça en naviguant entre des alliances assez fragiles, hein. La corruption aussi, il faut le dire. Oui, c'est assez présent. Et puis ce choix, soutenir Cicéron ou pas, pour sauver la République, ou ce qu'il en reste, c'est un jeu de François Delbos, édité par Sweet Games, enfin Sweet November maintenant, et on doit souligner le travail artistique d'Anne et Seb, c'est vraiment superbe. Ah oui, visuellement, c'est très réussi. Et le matériel suit. La boîte est énorme, le plateau impose, les petits pions SPQR, les plateaux joueurs double couche, et même la mater familias, un petit clin d'œil sympa à la parité. Oui, c'est bien vu. Et juste pour être clair, comme on le précise dans notre article, notre analyse vient de notre propre expérience du jeu. On l'a acheté, on l'a testé nous-mêmes, pour une critique honnête, quoi. Tout à fait. Transparence totale. Alors, l'essentiel du jeu, si on résume notre analyse, c'est vraiment la gestion des sénateurs et de l'influence. C'est un mélange, on va dire, de placement d'ouvriers et de jeu de majorité. Classique mais efficace. Oui, mais avec beaucoup d'interactions, une tension quasi constante. Par contre, attention, il y a une part d'aléatoire non négligeable. On avait résumé ça dans l'article par une phrase un peu choc. Votre allié du matin devient votre assassin du soir. Ah oui, ça résume bien l'ambiance. Alors, comment ça tourne? Une partie. On commence par élire le princeps. C'est pas juste le premier joueur. Non, c'est bien plus que ça. C'est un arbitre, il a un rôle crucial, beaucoup de pouvoir, mais c'est risqué pour lui aussi. Ensuite, phase de placement des serviteurs, soit pour recruter des sénateurs, pour étoffer son groupe, son cénacle, soit pour gagner de l'influence auprès des six castes, les oratores, mercatores, etc. Faut choisir ses batailles. Exactement. Après ça, on paye le tribut à Cicéron si on veut le soutenir, ça coûte. Puis, faut répondre aux demandes du triumvirat, César, Pompée, Crassus. Et ça, c'est souvent imprévisible. Gravement. Ça demande des légions, parfois ça coûte cher. Et enfin, on termine par le décompte des majorités pour les castes et les guildes. Ce qui est fascinant, je trouve, et on en parlait dans l'article, c'est cette tension constante. Le rôle du princeps, comme tu disais, il est central. Puissant, mais dangereux. Oui, Et j'aime bien ce système d'action minorée pour les autres joueurs. Ça évite les temps morts, tout le monde reste un peu dans le coup. c'est vrai, ça dynamise bien. Et la gestion du cénacle, c'est délicat. Faut l'agrandir, c'est sûr, pour peser. Mais chaque sénateur ajouté, c'est une cible potentielle. Parce que les cartes actions, elles permettent des assassinats. Faut pas l'oublier. Ah oui, les assassinats. Notre article soulignait ça. Perturber les autres, c'est pas juste une option, c'est quasi nécessaire pour gagner. L'interaction est très directe, parfois brutale. Rome, quoi. C'est ça. Et le hasard, que ce soit la pioche des sénateurs ou des cartes actions, ça peut te retourner une partie, une stratégie de bien huilée peut s'effondrer. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais oui, les phases comme le tribut à Cicéron ou la loi des généraux, ça renforce vraiment le thème, l'immersion, choisir son camp, soutenir la République ou céder aux généraux. Ça a un coût direct, influence, sénateur perdu, point de prestige. C'est très thématique, oui. Et les guildes artisans, assassins, diplomates, elles ajoutent une couche stratégique sympa avec leur pouvoir, même si dans notre analyse, on notait un possible petit déséquilibre. Ah oui, lesquels? Les artisans et les assassins nous ont semblé peut-être un peu plus forts, plus impactants que d'autres, à vérifier sur plus de parties bien sûr. D'accord. Donc, si on résume ce qu'on a aimé et qu'on a mis en avant dans l'article, la richesse mécanique, cette tension politique palpable, l'immersion thématique réussie, l'interaction constante, le rôle du princeps et bien sûr la qualité du matériel. Voilà. Mais on a aussi relevé quelques ombres dans notre critique. L'équilibre, parfois, semble un peu fragile. On peut avoir un effet boule de neige si un joueur prend trop d'avance. C'est un risque dans ce genre de jeu. Oui, et le hasard, même s'il est thématique, peut être vraiment frustrant par moments. C'est un jeu dense quand même, assez complexe pour des débutants ou ceux qui aiment moins les jeux longs. Oui, il faut s'investir un peu. Et le mode de joueur, avec l'automate, on a trouvé ça moins passionnant, un peu plus mécanique, moins vivant que le jeu à plusieurs. Moins de trahison, forcément. Donc, pour conclure notre analyse, Cicéron, c'est dense, c'est raffiné, c'est immersif, mais ça peut aussi être chaotique, potentiellement déséquilibré. Une vraie lutte politique romaine, quoi, avec diplomatie et coups bas. Exactement. Comme on le dit dans l'article,
C'est une expérience stimulante si on aime les jeux d'influence, la négo, les coups fourrés. Moins si on cherche le contrôle total, la prévisibilité. Il faut accepter que la gloire à Rome, elle se paie, et parfois cher. Et ça amène une dernière pensée, une réflexion qu'on a vue, cette part d'imprévisible, cette brutalité. Est-ce que c'est un défaut ou est-ce que, justement, ça ne capture pas l'essence de la politique romaine, ce mélange de grandeur et de danger permanent? C'est une bonne question. Un jeu où on peut sauver la République, trahir ses alliés et finir assassiné, mais avec élégance. C'est un peu ça la proposition de Cicéron.